Donc avant de commencer, on va vous expliquer un peu les règles. Donc déjà, moi je suis Margot de Gézel, donc responsable d'activité de Fredon Hauts-de-France. Donc avec moi, il y a Ophélie Zekel et Odile Muchamblet, la directrice générale de Fredon Hauts-de-France. J'ai vu aussi que Monsieur Tournier, notre vice-président, était parmi les participants. Donc on vous accueille aujourd'hui pour un webinaire sur les retours d'expérience sur la gestion du frelon à pattes jaunes. Donc on va intervenir un petit peu au début pour vous introduire les choses, mais après on va passer la parole à plusieurs intervenants qui vont nous expliquer ce qu'ils font sur le frelon à pattes jaunes dans la région par rapport aux différents items de notre plan régional d'action. Des fois, ils le font à l'échelle des espèces exotiques envahissantes, mais le frelon faisant partie de ces espèces exotiques envahissantes, voilà, les actions sont aussi sur le frelon à pattes jaunes. Donc, si vous souhaitez poser des questions, il y a la conversation sur laquelle Ophélie sera attentive pour reprendre vos questions. Et si vous n'avez pas accès à cette conversation, parce qu'en fonction de votre connexion à Teams, il est possible que vous n'ayez pas accès, n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse mail qu'Ophélie met là tout de suite dans la conversation. Donc vous avez accès pour lecture, mais pas forcément pour envoyer des messages. Donc n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à envoyer de messages, à envoyer via l'adresse mail qu'Ophélie vous met dans la conversation. Donc c'est contact.ppn@fredon-hdf.fr. Donc je vous propose de commencer. Hop. Donc déjà, pour représenter Fredon, je vais laisser la parole à Odile Muchamblet. Alors ça va être assez rapide, mais au moins pour replacer le contexte de Fredon. Bonjour à tous. Donc Fredon Hauts-de-France, c'est ce qu'on appelle un OVS, un organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal. Et Fredon est donc l'expert pour agir sur la santé du végétal, la santé humaine et son environnement. En effet, nos missions sont bien réalisées sur une approche une seule santé. Fredon Hauts-de-France, qui est basé sur la région Hauts-de-France et qui rayonne à partir de 2 sites, le site d'Amiens et le site de Los-Angeles, est constitué d'une quarantaine de collaborateurs et est géré par un conseil d'administration constitué de 19 administrateurs. Margot l'a dit tout à l'heure, notre administrateur qui s'occupe de la préservation du patrimoine naturel est Monsieur Alain Tournier, qui est également notre vice-président. Au niveau de Fredon Hauts-de-France, il faut savoir qu'il existe également une Fredon dans chaque région de France et que nous avons une tête de réseau qui est Fredon France, qui travaille en partenariat avec l'ensemble des Fredons. Donc voilà, juste une petite indication supplémentaire. Au niveau du réseau des Fredons, nous sommes environ près de 600 collaborateurs. Alors, merci Odile. Je reprends donc la main pour représenter le contexte et puis je laisserai la parole à Mélinda. Donc nous, Fredon, on a élaboré et on anime le plan régional d'action relatif au frelon à pattes jaunes qui est porté par l'Agence régionale de la biodiversité, piloté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et financé par les fonds verts France Nation Verte. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait seul d'élaborer ce plan d'action. On l'a fait en lien avec un groupe de travail qui réunit énormément de partenaires, dont les personnes que vous allez entendre aujourd'hui, pour rédiger ce plan et surtout répondre aux enjeux de chacun qui sont multiples autour du frelon à pattes jaunes. Donc on a commencé par faire un état des lieux régional, puis on a rédigé, maintenant on anime ce plan et ce groupe de travail à travers des réunions, des ateliers et surtout on fait beaucoup de communication, de sensibilisation, d'accompagnement des collectivités sur le sujet. Donc maintenant que le contexte est mis, je vais tout de suite passer la parole à Mélinda Turpin du Conservatoire d'espaces naturels sur la stratégie régionale des espèces exotiques envahissantes. Bonjour à tous. Donc je ne vais pas me représenter, ça a été très bien fait. Donc on va commencer avec un aspect sur la gouvernance du
du contexte, un peu de la stratégie. Je veux bien que tu passes les diapos, s'il te plaît. Et la deuxième aussi, ouais, voilà. Merci. Du coup, la stratégie régionale sur les espèces exotiques envahissantes est une mission de l'ARB. Elle est pilotée par la DREAL et animée par le Conservatoire d'espaces naturels. Mais on s'appuie surtout sur un groupe d'experts scientifiques et techniques pour décider des actions à mener, de la mise en œuvre de ces stratégies. Et donc, de nombreuses personnes sont présentes aujourd'hui qui font partie de ce groupe. Et donc, l'idée, c'est d'élaborer et d'animer ces stratégies, de coordonner de façon technique et aussi d'un point de vue réglementaire et surtout d'améliorer les connaissances qu'on peut avoir sur les EE et de prévenir leur introduction et d'essayer de les gérer au mieux. Je veux bien que tu passes. Merci. Donc, sur les principes et enjeux, donc, comme je vous ai dit, la stratégie a été élaborée de manière collective avec un grand nombre d'acteurs de la région. On essaye d'intégrer des enjeux et des besoins locaux et elle se veut opérationnelle sur tout le territoire et on l'a structurée en miroir avec la stratégie nationale, donc elle reprend les 5 mêmes axes qui sont la prévention, la gestion, la connaissance, la communication et la gouvernance. Donc mon rôle est d'animer ce réseau d'acteurs à l'échelle de la région, de créer du lien, des collaborations, des synergies entre chaque acteur, de communiquer auprès de tous et pour tous et de structurer un réseau de veille afin d'améliorer aussi la chaîne décisionnelle et de pouvoir prévenir au plus tôt l'apparition de nouvelles espèces sur le territoire. Donc, on essaye d'augmenter la connaissance et améliorer la diffusion de celle-ci auprès de tous, d'améliorer les échanges, de capitaliser surtout les retours d'expérience pour apprendre de chacun, et aussi d'améliorer les échanges avec les filières socio-professionnelles. Donc, en résumé, le premier plan d'action de cette stratégie court de 2022 à 2026. Je reviendrai dessus en fin de présentation. Et en tout, on a dans cette stratégie, 65 actions ont été nommées sur lesquelles on souhaitait travailler. Pour aller un peu plus vite et éviter de trop m'étaler sur la stratégie, je vous présente juste les grosses actions phares de cette année. Donc, sur les axes prévention-gestion, il y a toujours l'objectif d'identifier les espèces émergentes et prévenir leur introduction afin de limiter leur propagation. Donc, on essaye d'améliorer ce réseau de veille sur le territoire. Donc, la Fredon, par exemple, ont leur propre référent Ambroisie, Berce et également Frelon. On aura une présentation dessus par la suite. Et donc, on essaye dans cette optique aussi de mettre en place des référents EE, dans le but aussi d'intervenir rapidement quand on détecte une nouvelle EE sur un site ou un nouveau territoire, enfin, qu'une nouvelle population émerge sur un nouveau territoire. Donc, on a mis en place le collectif d'intervention et d'animation, donc on a commencé l'année dernière, mais il vient tout juste de vraiment être créé avec l'arrivée de Julie Auferlet au sein du conservatoire, qui pourra animer ce collectif-là. Donc l'idée, c'est d'avoir ces référents EE et d'avoir donc ce maillage territorial pour agir au mieux, au plus vite et transmettre les informations également au mieux. Donc l'idée de ce CIA-EE, c'est d'avoir ce dispositif d'alerte et de signalement avec nos référents au niveau très local, d'essayer de coordonner les interventions pour que ce soit d'autant plus efficace et d'accompagner à la montée en compétences des collectivités et des intervenants. Et d'être en soutien aussi pour, euh, pour toute personne qui pourrait intervenir. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une gestion courante, parce qu'on n'a qu'une seule personne, donc on pourrait pas non plus gérer toutes les du territoire tout seul, mais c'est d'essayer d'améliorer les formations des gestionnaires, d'avoir les bons gestes pour être au plus efficace
et au plus rapide, surtout parce qu'une fois qu'une EE est installée, on sait bien que c'est des fois un peu trop tard. Au niveau de la gouvernance, donc on a toujours cette diffusion, cette mise en œuvre et l'animation de la stratégie. Donc on essaie de valoriser au mieux le travail de chaque acteur. On organise des journées régionales annuelles sur les EEE. Donc cette année, elle se fera à Amiens le 17 novembre. Donc la communication va se faire, vous aurez sûrement l'information. Et on a plusieurs groupes de travail sur diverses espèces. Donc, comme je vous ai dit, on est donc sur la fin du premier plan d'action. Donc, cette année, c'est aussi une année bilan de ce plan d'action pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on peut améliorer et dans le but de rédiger un nouveau plan d'action. Donc, on est en phase de récolte de données. Donc, je suis en train de créer un questionnaire qu'on pourra également vous partager pour si vous avez des actions sur les EE, vous pourrez nous les transmettre. Et donc, une grosse partie de cette année sera consacrée à justement l'analyse de ce premier plan d'action et des résultats. On utilise divers outils pour nous accompagner avec ces stratégies et cette animation. Donc, on a une Framalist, donc une liste de discussion à vocation d'échange, enfin, favoriser les échanges entre les différents acteurs. Ça permet de, si on a une question, on peut avoir potentiellement une réponse assez rapide, parce qu'on est 147 abonnés, dont les membres du GEST qui sont dessus également. On s'appuie beaucoup sur le centre de ressources nationales sur les EE qui vont faire beaucoup de documentation sur les EE, sur leur gestion, sur de la communication aussi pour le grand public, juste à titre d'information, sur des nouvelles espèces qui pourraient être EE également. Et on a un centre de ressources au niveau régional qui est en cours de réflexion avec le nouveau site ARB qui lui aussi est en cours de réflexion, donc potentiellement ça va peut-être changer d'ici le cours de l'année ou l'année prochaine. Sur les outils numériques, je ne vais pas non plus trop m'étaler ce qu'on va vous les présenter après, mais le CRMA a pu créer ce qu'on appelle la carte E, qui est un site qui cartographie les interventions de gestion menées sur les EE en région. Ils nous ont aussi permis de réaliser un annuaire des acteurs, où là, on peut visualiser où se situent les différents acteurs de la région et sur quel sujet ils travaillent spécifiquement sur les EE et avoir accès à leurs coordonnées. Et on a également l'Observatoire des œufs animales, où là, c'est Le Gone et Picardie Nature qui vont pouvoir vous en parler par la suite. Et au niveau des outils plutôt papier, on a une exposition sur les espèces exotiques envahissantes qu'on prête. Donc, si un jour vous voulez en disposer, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. On s'appuie beaucoup sur les guides nationaux, comme je vous ai dit, qu'on retrouve sur le Centre de ressources nationales, et également sur les documents que peut produire le Conservatoire botanique national des Hauts-de-France. Et on a divers posters également que vous pouvez retrouver sur le site du Centre de ressources régionales. Donc voilà, pour être assez rapide et surtout, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Merci Mélinda. Pour l'instant, on n'a pas reçu de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis sinon, on passe à la suite, mais on pourra revenir si des questions vous viennent après sur ce sujet-là. C'est que tu as été clair. Donc, avant de donner la parole sur les plateformes de signalement, on avait quelques actualités spécifiques au frelon APA jaune à vous transmettre.
Donc déjà, le plan national de lutte initialement publié en 2024 a été mis à jour en mars 2025 pour apporter des ajustements et renforcer le dispositif, donc principalement liés à des études qui étaient sorties sur à la fois la sélectivité et l'attractivité du piégeage et sur la reconnaissance sur le cycle du frelon européen par rapport au frelon à pattes jaunes pour éviter de piéger le frelon européen au printemps. Donc on y reviendra après. Et il y a une étude justement sur laquelle s'appuient ces mises à jour de l'ITSAP qui est sortie. Donc vous aurez le lien dans la présentation. Donc une nouvelle loi a également été adoptée le 14 mars 2025 qui vise à endiguer la prolifération du frelon à pattes jaunes et à protéger la filière apicole. Donc le 29 décembre 2025, il y a un décret d'application qui est sorti, qui a été publié au journal officiel. Donc ce décret précise les modalités d'adaptation du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon à pattes jaunes, tels que le prévoyait la loi. Qu'est-ce que ça dit précisément? C'est que parmi les mesures clés de la réglementation, il y a l'adoption du plan national après avis du CSNPN. Donc, c'est le Comité scientifique national du patrimoine naturel et du CNOPSAV. Donc, c'est le Comité national, Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. Donc, le plan existe déjà au niveau national, mais il n'a pas encore eu cet avis. Donc, on en est à cette étape-là aujourd'hui, puisqu'on attend l'avis du CSNPN et du CNOPSAV pour ce plan qui existe depuis 2024. Suite à ça, il y aura une mise à jour du plan national au plus tard tous les 6 ans après sa dernière modification. Donc ça, c'était déjà le cas parce qu'il y avait pour l'instant, en tout cas depuis 2024, une mise à jour tous les ans. Et une déclinaison territoriale du plan national via des plans départementaux après avis, cette fois du CSRPN et du CROPSAF, qui sont les instances régionales. Et une mise à jour des plans départementaux dans un délai maximum de 6 mois après la mise à jour du plan national. Donc ça doit vraiment être des déclinaisons qui soient en cohérence. Donc nous, aujourd'hui, notre plan régional est en cohérence avec le plan national. Donc on a déjà une base en région de plan régional qui pourra aider quand des plans départementaux sont mis en place. Et puis, il y a une organisation administrative coordonnée entre État, préfet et instances scientifiques pour structurer la mise en œuvre de la lutte, améliorer la lisibilité des responsabilités et l'efficacité des actions. Donc là, pour l'instant, on en est à l'étape 1, que le plan national reçoive un avis du CSNPN et du CNOPSAV. Donc, au niveau des actualités régionales, l'année dernière, on avait déjà fait un webinaire le 27 février 2025. Donc, le replay est disponible. Et comme ce webinaire, il y aura également un replay qui sera disponible après. Donc, il faudra attendre un petit peu quand même que nous, on puisse derrière faire les petites modifications. Mais il y aura un replay également de ce webinaire. On a mis à jour le plan en février 2025. Et on a continué à animer ce plan via la participation des réunions, l'accompagnement des collectivités, l'organisation de groupes de travail, comme on disait au début, par rapport à notre rôle d'animateur du plan régional d'action relatif aux frelons à pattes jaunes. On a également participé à divers événements, réalisé de la presse et des communications sur les réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation. Donc, on a créé un kit de communication et une page bibliographique. Donc, tous les outils de com qu'on a créés vous seront présentés en fin de webinaire sur une partie qui concernera la communication. Et donc, pour donner quelques chiffres clés, puisqu'on a fait tourner une enquête en fin d'année dernière pour connaître les actions qui sont mises en place en région. Donc, on a eu 39 répondants au questionnaire qui étaient envoyés à la fois au groupe de travail, donc aux membres du groupe de travail et au comité de communes. Et les comités de communes étaient libres, s'ils le souhaitaient, de le transmettre aux communes, par exemple, ou à des associations apicoles. Pareil pour les membres du GT. Donc, au total, ce qui a été référencé via ce questionnaire, il y a forcément des territoires qui n'ont pas répondu. Et donc, ça reste des chiffres qui sont minimisés par rapport à la réalité, mais c'est des chiffres qui existent. On a 202 observateurs ou référents en fonction des territoires. Ils n'ont pas le même nom qui sont formés.
on a 6960 signalements qui nous ont été remontés, soit plus 194% par rapport à 2024. Donc c'est aussi en lien avec le fait que le plan est de plus en plus connu et donc on a aussi plus en plus de remontées, en plus du fait que l'année dernière a été une année où le frelon était très présent, le frelon à pattes jaunes. On a eu 6898 nids détruits qui nous ont été remontés, donc plus de 205% par rapport à 2024. Au printemps, il y a eu 1252 pièges qui ont été déployés. Donc, encore une fois, c'est plus, avec 1436 frelons à pattes jaunes capturés et d'autres espèces qui ont parfois été dénombrées, comme le frelon européen, mais aussi des fois qui n'ont pas été dénombrées. Donc, c'est compliqué de voir la part de frelons par rapport aux autres espèces capturées via ce questionnaire. Au piégeage d'automne, c'est pareil, on a eu 1139 pièges déployés, avec 381 frelons à pattes jaunes capturés dans ces 1139 pièges, mais on n'a pas non plus eu un dénombrement de tous les insectes non cibles qui ont été capturés. Donc c'est compliqué encore une fois de voir la part de frelons à pattes jaunes du reste des insectes capturés. On a 14 outils de communication qui ont été produits, que ce soit par Frodon ou par d'autres structures. Donc, encore une fois, on reviendra dessus à la fin du webinaire. Au total, 193 fiches de Frodon ont été distribuées. On a pu prêter notre poster à plusieurs médiathèques et on a participé à 11 événements. Donc, ce qui a fait que 28 personnes ont été informées sur le territoire de l'existence de ce plan et sensibilisées à la présence du frelon à pattes jaunes en région. Donc voilà pour avoir quelques chiffres clés. Donc pour rappel, le plan régional, il est divisé en 4 axes et 13 actions. Donc les 4 axes sont la capitalisation et la transmission des connaissances tout en assurant une surveillance du frelon à pattes jaunes. Puis l'animation du réseau, du maillage et la formation des acteurs du territoire sur le frelon à pattes jaunes. Ensuite, la définition des actions à mettre en place sur le territoire afin de limiter l'impact du frelon à pattes jaunes sur la filière apicole en limitant les répercussions sur la biodiversité. Puis enfin, la communication sur l'espèce en fonction du public cible et du plan régional d'action. Donc en fait, les présentations que vous allez avoir là, on en aura une par axe. Donc la première, ce sera avec le GON, Picardie Nature et le CEREMA qui vont nous présenter leurs plateformes qui peuvent être utiles à la fois pour signaler des frelons, pour savoir ce que vous avez sur votre commune, mais aussi pour signaler des retours d'expérience. Donc je laisse la parole aux 3 intervenants. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Maillet de Picardie Nature. Donc je vais commencer le diaporama et puis Théalie du GON reprendra la suite. Donc sur le volet connaissance, on a mis en place l'an dernier un observatoire des animaux exotiques envahissants global, c'est-à-dire vraiment toutes les espèces listées et au niveau réglementaire en particulier. Donc, on retrouve parmi eux le frelon à pattes jaunes. Donc, vous avez un lien et un QR code si vous souhaitez, on va dire, accéder à cette plateforme qui est totalement sans mot de passe. On vous laissera de toute façon les coordonnées à la suite de ce webinaire, hein, si vous n'avez pas pris le temps. Donc, en fait, voilà, on peut passer, voilà, c'est pour un public, on va dire, qui est justement les personnes qui ne sont pas forcément super sensibilisées ou qui, en tout cas, peuvent avoir besoin d'informations de localisation. Hein, donc, c'est les élus locaux et également tout type de citoyens. Donc, il y a toute une incitation à ce que les naturalistes qui ont vu des espèces exotiques envahissantes les partagent sur les bases de données en question, qui sont les bases de données en fait du SINP régional, hein, ClickNat et CIRF. Donc tout ça, ça permet ensuite de porter à connaissance à une échelle communale, mais nous verrons par la suite qu'il peut y avoir mieux et plus précis géographiquement dans nos 2 bases. Mais là, c'est vraiment une approche globale, toute espèce, hein, il y en a 38, dont le frelon. Et donc, les données sont effectivement issues de ClickNat et de CIRF, d'où l'importance de bien centraliser les données dans ces 2 bases.
Je laisse la parole à Théalie à présent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer concrètement comment fonctionne l'Observatoire des espèces exotiques envahissantes animales. Donc en fait, on commence par choisir une espèce. Donc là, comme on s'intéresse aujourd'hui au frelon à pattes jaunes, la carte que vous voyez à côté, ça correspond aux observations des frelons à pattes jaunes dans les Hauts-de-France. Par défaut, toutes les données sont affichées depuis 2000, mais on peut changer l'année de fin avec le curseur que vous voyez. Il y a possibilité, enfin, le curseur avec les dates, là vous pouvez décaler pour faire de 2000 à la date que vous souhaitez, l'année que vous souhaitez. Plus le rouge est soutenu, plus il y a d'observations sur la commune. Alors quand on clique sur la commune, on a plusieurs informations. D'abord, on a le statut de reproduction de l'espèce. Donc là, pour le frelon à pattes jaunes, c'est une espèce qui est acclimatée. La catégorie d'impact, selon la méthode ECAT. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, il faudra regarder la notice de l'outil. Ensuite, il y a le niveau de réglementation de l'espèce. Donc là, pour le frelon à pattes jaunes, c'est le niveau 2, mais ça permet de rappeler, voilà. Le nombre d'observations faites, là, c'est en 2005, et le nombre d'observations depuis 2000. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Donc là, ensuite, on peut exporter les résultats. Si vous voulez les avoir en tableau Excel, voilà, vous les exportez et vous avez les informations de la commune. Bon, là, c'est toujours la même. Le nom de l'espèce, en nom scientifique, en nom vernaculaire, et puis toutes les informations que je vous ai données, plus l'année à laquelle l'espèce a été observée. Et sa reproduction, voilà. Vous pouvez retrouver la notice directement en cliquant sur le petit point d'interrogation en haut à droite de l'outil ou alors directement sur le lien qui s'affiche. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les détails, sur les données, si vous voulez avoir le détail, la localisation précise, vous pouvez utiliser les outils régionaux, c'est-à-dire CIRF et ClickNet. Donc, si vous allez dans CIRF, vous indiquez l'espèce que vous recherchez. Là, donc le frelon asiatique, le frelon à pattes jaunes. Vous cliquez ensuite sur observation et ensuite vous cliquez sur appliquer. Et donc là, vous voyez la localisation des points à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Bon, il y a quelques données qui ont été saisies en Picardie, mais normalement, c'est l'outil plutôt du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, par la suite, vous aurez des informations complémentaires. En passant votre curseur sur le point, vous verrez sur le panneau de droite à quoi ça correspond. Et quand vous êtes sur le panneau de droite, il y aura un petit i rouge qui va s'afficher. Si vous cliquez dessus, vous allez voir une première fiche qui va s'ouvrir. Donc, c'est la petite fiche à gauche où il y a un nombre d'informations assez limité, mais vous avez quand même le mode de contact, le comportement et la remarque. Si vous cliquez sur toutes les caractéristiques, vous aurez en plus le mode de détermination, si la détermination a été visuelle, si c'est une photo ou si c'est un témoignage, le type d'observation, si c'est un individu ou une reine, et selon ce que vous mettez, il y a des infos complémentaires que vous pouvez également remplir et du coup voir quand voilà. Donc, par exemple, si on met un nid, on pourra mettre, par exemple, à quelle hauteur le nid était, si c'est un nid primaire ou secondaire, etc. Vous avez une information sur le support, si vous avez mis un nid au départ. Et vous avez aussi l'information sur les remarques qui ont été indiquées. Voilà. Je repasse la main à Sébastien. Oui, donc le pendant ClickNet, donc sur le versant sud des Hauts-de-France, avec un accès, alors sur mot de passe, identifiant mot de passe, quand vous avez un compte, vous avez accès à tout, parce que c'est absolument pas une espèce sensible, évidemment. Vous vous en doutez, le frelon à pattes jaunes, donc il n'y a pas d'histoire de cacher l'information, bien au contraire. Donc, on a plusieurs modules dans ClickNet, un module de saisie, et là, donc, on est dans le module de synthèse, et quand on fait une recherche,
par exemple, du 1er mars 2022 jusqu'à aujourd'hui dans une commune, là j'ai pris la commune de Boves dans l'Amiénois, on a une petite carte qui apparaît avec, par exemple, 90 pointages. Et donc, vous avez la liste dans la colonne de droite avec un peu de détails déjà, hein, effectifs, observateurs, et dates. Et donc, on voit que les points sont répartis assez uniformément un peu partout, disons, sur cette commune. Et ensuite, on peut zoomer, et c'est ce que j'explique sur la diapo suivante. Donc, on peut tracer donc, un polygone plus précis. Donc là, je suis aux alentours de la réserve naturelle de l'étang Saint-Ladre, hein, à Boves. Et on voit qu'on a 10 observations tout de même de frelons à jaune sur les 4 ans concernés, les 4 années concernées. Et donc, on a à nouveau, on a zoomé. Donc, on est déjà nettement plus précis, même on pourrait dire déjà très précis géographiquement pour voir où sont situés les données de frelons, même si on ne sait toujours pas si c'est des nids ou des individus, mais voilà, on va voir à la suite. Donc on peut se positionner ensuite sur le point ou la ligne qui nous intéresse pour sélectionner la donnée. Et donc on va pouvoir en savoir plus. Donc c'est ce que je fais dans la démonstration sur la suivante. On ouvre cette donnée avec un petit picto, il y avait le petit picto disquette. Et on a tout un formulaire de relevé qui s'ouvre, donc pareil, hein, accessible à tous. Là, on est entre l'étang Saint-Ladre et les grands étangs situés juste à côté. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Et donc, on ouvre ce formulaire. Donc, on est sur une donnée et on peut lire qu'il y a, on va dire, des informations sur un peu plus précises, hein, sur est-ce que c'était voilà, une femelle, un individu qui avait un gros nid à proximité, et puis une fourchette d'effectifs entre 6 et 10 femelles donc, ont été notées ce jour-là. Voilà, pour l'essentiel. Donc, tous les champs saisis vont être consultables. Et on peut, enfin, si on faisait un retour arrière 2-3 diapos avant celle-ci, on avait un bouton qui nous permet aussi de télécharger la liste complète avec tous les champs. Donc, de tous les champs, il y en a plein qui sont, on va dire, du SINP, hein, du système d'information, donc ils ne sont pas tous très utiles pour cette démarche frelon, mais enfin, on trie, on sélectionne des codons, voilà, on retient celles qui nous intéressent et on peut notamment savoir un petit peu une idée des dates et des comportements. Ça permet de faire des analyses. Voilà. Je laisse la parole à Anne-Claire à présent. Merci. Donc, pour répondre à une des questions qui était dans le chat, pour les données de piégeage, peut-être qu'elles peuvent être répertoriées via cet outil qui est la cartographie ici des opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est un outil qui vise à... Merci. Qui vise donc les techniciens et les gestionnaires d'espaces de nature, dans le but initial, en tout cas quand on l'a créé, de fournir des données chiffrées et standardisées sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de manière à ce que les techniciens et les gestionnaires de nature puissent justement disposer d'une aide à la décision dans le cadre du choix de gestion pour les espèces. Donc les données qui sont dans cet outil, auquel vous pouvez accéder via la plateforme qui était page précédente, elles sont donc issues des expériences d'autres gestionnaires en Hauts-de-France et elles sont mises à jour en temps réel via un questionnaire dont vous avez là à l'écran pareil, le code de QR et le lien si vous souhaitez faire part d'une expérience de gestion. Pour chaque questionnaire, en fait, vous allez donc c'est un outil qui cible toutes les espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-France, végétales et animales. Donc, pour chaque questionnaire, vous allez pouvoir déclarer une opération de gestion pour une espèce. Pour chaque opération, vous allez déterminer un site, de la même manière que le décrivait Sébastien plus tôt, en déterminant un polygone. Ensuite, vous pouvez donner quelques données sur le suivi de la présence de l'espèce, mais ce n'est pas le but de l'outil, puisque c'est plus le but du SINP.
Donc, c'est des données assez succinctes. En revanche, ensuite, les données importantes concernent la méthode de gestion de l'espèce. Donc, dans le cas du frelon, c'est le piégeage. Et le devenir des déchets de l'espèce. Autant dire que pour les espèces animales, il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais voilà, enfin, ça fonctionne également pour les espèces végétales, donc il y a plusieurs filières de gestion. Donc l'outil ressemble à ça, il est accessible via le centre, il est accessible donc via le QR code qui est en début de diapo, mais il est également accessible via, comme les outils, excusez-moi. Comme l'observatoire, il est accessible via le site, la page d'accueil du site de centre de ressources espèces exotiques envahissantes. L'outil ressemble à ça. Donc, vous avez une carto avec la délimitation des sites. Super. Excusez-moi, j'ai plus de batterie. Je vais faire vite. Donc, chaque site est déterminé par un polygone. Vous pouvez filtrer en fonction de la faune ou de la flore et du groupe ou de l'espèce. Donc, vous aurez le frelon à pattes jaunes que vous pouvez filtrer dans le volet de gauche. Vous pouvez également choisir un type de milieu et trier par méthode de gestion. C'est pas obligatoire. Pardon, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ça, c'est aller trop vite. Pareil que pour l'observatoire, vous avez un choix sur la date de début de gestion. Et pour le frelon, on sait à peu près l'efficacité de la gestion, mais pour d'autres espèces où on a plusieurs types de gestion, vous pouvez choisir, vous pouvez filtrer en fonction de l'efficacité de la gestion effectuée, qui est évaluée par l'acteur, hein, c'est totalement subjectif, et en fonction de la méthode de gestion des déchets. Donc, sur la carte, ce que vous voyez, c'est marron, ça correspond à la faune, et vert à la flore. Donc, plus, pareil, comme tout à l'heure pour l'observatoire, plus un polygone est opaque, plus il y a eu d'opérations de gestion. Ensuite, vous avez différents onglets qui vous proposent excusez-moi, des diagrammes dynamiques en fonction de vos choix de filtre, et vous pouvez également choisir une zone d'action en fonction du département. Et en fait, toute la partie droite de l'écran est gérée par les filtres. Voilà. Merci, Marco. Donc, comment on fait pour accéder à une donnée? Eh ben, on clique sur un polygone. Donc là, c'est une vieille présentation, donc c'est un polygone, pardon, de végétation. Mais une fois que vous cliquez sur le polygone, en fait, vous avez l'info sur l'espèce. S'il s'agit d'une gestion où on a fait une opération de lutte, ou s'il y a eu le choix de ne pas faire de gestion et que cette non-gestion est justifiée. Vous avez la localisation et la méthode de gestion, ainsi qu'un contact à chaque fois. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez directement contacter le gestionnaire. Et donc, je vous ai remis la diapo, la page d'accueil du centre de ressources avec les deux liens directs vers donc cet outil de visualisation des opérations de lutte, et en dessous, l'observatoire Aubépine. En tout cas, pour le carte E, il faut absolument utiliser ce lien, ce chemin d'accès, parce que l'autre chemin d'accès disponible dans le centre de ressources renvoie vers une ancienne version qui n'est pas à jour. Voilà, désolé. Et donc, dès que vous mettez votre questionnaire dès que vous remplissez votre questionnaire en ligne, normalement, une fois qu'il est validé, votre information s'affiche directement dans l'outil carte E en temps réel. Voilà. Merci. Alors, on va regarder les questions qu'on a sur ces présentations. On voit qu'on a aussi des questions un peu autres. On va déjà se concentrer sur les questions qui concernent la présentation.
Normalement, les réponses ont été répondues dans le chat. Donc, on avait une question notamment sur les nids qui sont détruits par les professionnels ou le SDIS. Comment ça pourrait être obligé de les déclarer dans ClickNat et CIRF. Donc, pour le SDIS 60, ils envoient les localisations des nids détruits en fin de saison. Nous, on n'a pas de pouvoir d'obligation. Par contre, c'est une bonne pratique qu'on incite. Après, on ne peut pas faire à la place de ces organismes-là. Donc, on essaye, et c'est pour ça aussi qu'on fait le webinaire, c'est pour que les personnes connaissent ces plateformes-là pour qu'elles puissent ensuite les entrer dedans et qu'on ait un maximum d'informations sur ces plateformes et ça évite de devoir justement faire des questionnaires ensuite où on n'a que la moitié des informations. Au moins, sur le long terme, le souhait, c'est d'avoir tout sur la même plateforme pour que ça soit plus facile à traiter derrière. Donc, on a une question que vous pourrez répondre du coup, Théalie, Sébastien et Anne-Claire, qui remplit les données sur les 3 plateformes. Pour ClickNet et CIRF, c'est les observateurs volontaires, hein, les bénévoles, les structures aussi partenaires, enfin, voilà, beaucoup de personnes saisissent leurs données dedans. Après, chacun peut saisir et plus de personnes saisissent, plus on a de données. Et pour la fiabilité des informations rentrées, en fait, il faut savoir que on a des comités de validation dans CIRF et ClickNet qui permettent de valider les données. Et donc après, ça permet d'avoir de la donnée fiable. Oui, c'est ce que j'allais ajouter en fait, c'est qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur la fiabilité des données plus que ça, même si on fait participer tout le monde, on a effectivement les mêmes process ou presque dans ces 2 bases et voilà, donc c'est du sérieux, quoi. Et on a également une question du SDIS 60, il me semble, pour savoir quelle plateforme privilégier pour le SDIS 60. Est-ce que c'est plus un signalement de nid ou un retour d'expérience de destruction des nids C'est pas une question piège, hein, mais c'est vrai que ClickNat, CIRF, je ne sais pas, Théalie, tu me compléteras, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct avec les services de la préfecture quand on fournit une donnée dans ClickNat. Après, il faut voir, effectivement, ça peut être une piste justement de travail au sein du geste, mais actuellement, c'est plus, voilà, il y a des signalements, on les met à disposition. Le SDIS 60, s'il prend un compte, il peut voir toutes les données de l'Oise de Frelon. Donc ça, c'est un élément de réponse. Mais après, on n'est pas dans l'opérationnalité de gestion, quoi. Oui, si ça concerne plutôt de la gestion, à ce moment-là, le mieux serait de saisir l'information dans la carte EEE que Anne-Claire a présentée. Oui. Oui, je pense, oui. Donc, quand c'est des données de destruction ou de piégeage, le mieux, c'est d'aller vers la carte EEE. Donc, et le ClickNet et CIRF pour les signalements de nids ou d'individus que vous rencontrez. Et pour information, en fait, pardon, la mise à jour et la maintenance du carte E est en partie financée par l'Adréal, et donc les informations sont mises à disposition de l'Adréal. On avait aussi une autre question sur la fiabilité des informations, comme tout le monde du coup peut rentrer des informations, notamment au niveau des signalements. Il y a une personne, donc c'est Monsieur Lejar, désolé si je prononce mal votre nom, qui demande si les données sont fiables du coup avec Pardon, les données de lutte ou les données de présence? il n'y a pas à préciser. Ben, ça dépend, enfin, c'est comme tous les outils de déclaratifs. En fait, il n'y a pas d'obligation de déclarer les opérations.
Donc, les données entrées sont fiables, puisqu'elles sont entrées par les gestionnaires. Ensuite, nous, on fait des vérifications régulières quant à la pertinence des données. Si vraiment on voit des choses complètement absurdes, on s'informe sur la gestion auprès du gestionnaire. Mais voilà, il n'y a pas de vérification systématique en temps réel, en tout cas. Il y a une remarque, alors qui est complémentaire, c'est pas vraiment une question, mais c'est important de dire, que ces plateformes peuvent être difficiles d'accès pour le grand public, comme elles sont multiples. Donc, pour le grand public, c'est surtout les signalements qui vont nous intéresser, puisque quand on met en place de la lutte, bon, la destruction, ça arrive régulièrement, que ce soit aussi du particulier qui le met, mais les particuliers vont plutôt plus facilement signaler la présence de ces espèces-là. Et donc, on s'active, que ce soit nous pour le frelon, mais aussi globalement pour les espèces exotiques envahissantes au niveau du GON et de Picardie Nature, à faire maximum de communication autour de ces outils, évidemment. Oui, puis j'ajouterais qu'en fait, quand on vous a présenté les différents détails sur les observations, en fait, c'est des informations qui ne sont pas obligatoires. Les personnes qui veulent juste saisir une donnée de frelon asiatique à tel endroit, ils peuvent le faire sans préciser si c'est un nid primaire, secondaire, c'est pas quelque chose de toujours facile à voir quand on ne connaît pas. Même le fait que ce soit un nid, on n'est même pas obligé de le mettre. Plus on a d'informations, mieux c'est, mais c'est pas des informations obligatoires. Déjà, on met simplement qu'on a vu un frelon à telle date, à tel endroit, avec du coup en se connectant, donc c'est relié à un observateur, et ben ça suffit pour faire une donnée. Je propose du coup, merci à tous les trois, de passer à la suite. Donc, avant de passer la parole à Monsieur Festel de la ZAD, de l'Aisne, sur la partie de l'animation de réseau et de la mise en place d'acteurs pour être des référents, des observateurs, des diagnostiqueurs sur le territoire. Voici une carte où on a répertorié l'ensemble des référents identifiés en 2026 en Hauts-de-France. Donc, il en existe peut-être ailleurs, ça ne nous a pas été remonté, mais en tout cas, ce sont les référents qui nous ont été remontés aujourd'hui. Donc, ça permet de voir aussi les territoires où vous n'êtes pas seul et où vous pouvez avoir des contacts privilégiés locaux sur le frelon à pattes jaunes. Donc, si sur vos territoires, ils ne sont pas représentés alors que vous avez mis en place des référents, n'hésitez pas à nous les remontrer. On remettra à jour cette carte, bien entendu. Donc, cette carte sera publiée sur notre site internet dans un futur proche. Et donc, je laisse la parole à Monsieur Festel qui va nous présenter, en fait, comme vous voyez dans l'Aisne, on a un très gros réseau de référents, ce qui est mis en place dans l'Aisne sur ce sujet-là. Donc, est-ce que l'on arrive à avoir Monsieur Festel? Bonjour à tous, donc je suis référent du département de l'Aisne, département qui a une particularité puisqu'il est seul pratiquement au niveau national, où c'est les pompiers qui détruisent gratuitement, enfin pas gratuitement, mais pour les particuliers. Donc les pompiers, ça leur coûte relativement cher, puisque en 2025, sur les 3500 nids, ça leur a coûté 350 000 €, ce qui représente à peu près une centaine d'euros par nid. Donc cet accord-là, on l'a eu avec la préfecture et le département, et donc depuis 2018. On est en train aussi de réfléchir et puis de mettre en place le plan départemental, en attendant qu'on ait des contacts avec la préfecture et puis qu'on puisse avancer. On aimerait bien avancer beaucoup plus vite. Et l'objectif, ce serait de désigner une personne par commune, qui pourrait être un animateur, observateur, qui pourrait renseigner et organiser aussi et superviser le piégeage de printemps, de façon à pouvoir remonter les informations
aussi d'aller constater les nids secondaires pour les signaler, hein, regrouper plusieurs signalements pour les signaler aux pompiers pour éviter les déplacements intempestifs. Et qu'on ait au niveau des coms d'agglo ou coms de com, d'avoir un correspondant, hein, qui servirait de relais aussi d'information vers ces observateurs au niveau des communes. Donc ces observateurs au niveau des communes pourraient signaler directement auprès des pompiers les nids de frelons asiatiques, puisque les pompiers, ils interviendront que si les signalements des nids se passent par le 18, hein. Donc uniquement par eux, quoi. Voilà, voilà. Donc ça démarre bien. Donc le rôle du diagnostiqueur, il sera peut-être légèrement modifié, hein. Jusque maintenant, c'est lui l'interlocuteur, puisque c'est l'intermédiaire entre la personne qui signale un nid et les pompiers, hein, qui va constater si réellement c'est du frelon asiatique et recueillir quelques données qui servent aux interventions des pompiers, hein, notamment les hauteurs, à quel endroit, est-ce que c'est accessible par les véhicules, tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'organisation qu'on aimerait mettre en place, hein. Autrement, ben, on fait pas mal de réunions, hein, donc oui, ouais, une réunion à QFI, voilà, un apiculteur du coin local qui voulait renseigner la population sur les piégeages, quoi. Donc ça démarre. Là, on va former tous les TSA et les diagnostiqueurs justement à pouvoir intervenir beaucoup plus précisément au niveau des communes. Donc tout ça se met en place petit à petit, en espérant que la préfecture va nous suivre un peu dans cette démarche et cette optique. Et qu'on continue à avoir les pompiers qui interviennent sur les nids, puisque la destruction n'est pas obligatoire, à ce que je sache. Je n'ai pas trouvé de réglementation qui oblige un particulier à détruire un nid de frelons asiatiques. Hein, le fait que les pompiers interviennent, ça simplifie beaucoup plus les démarches, hein, parce que ça ne coûte rien au particulier qui va signaler un nid. Donc on arrive à détruire beaucoup plus de nids que s'il y avait, comme il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc affaire à suivre. Merci Monsieur Pestel. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Donc qui était sur l'animation du réseau d'observateurs de référents. Donc, qui est assez unique dans l'Aisne via l'intervention du SDIS encore sur la destruction des nids de frelons. Donc, comme le disait Monsieur Festel, hein, le SDIS de l'Aisne travaille avec le CNRS et le département de la Manche pour faire des suivis de dynamique des populations de frelons à pattes jaunes. Donc, c'est des affaires à suivre pour les prochains résultats. S'il n'y a pas de questions sur l'animation du réseau de référents, je propose... combien il y a il y a une question. Combien il y a de référents à la ZAD 02? Disons des référents, il y en a qu'un, c'est moi-même. Autrement, on a un réseau de diagnostiqueurs qu'on appelle, hein, parce que si tout le monde s'appelle référent, on n'arrive plus à retrouver l'organisation. Donc il n'y a qu'un référent, autrement ce sont des diagnostiqueurs et on est à peu près 80 dans le département. 80-90. Ça augmente aussi régulièrement, quoi. L'année dernière, on était une centaine. Mais je vous remercie. Et donc, on va Bien passer... sûr, ils sont tous bénévoles, hein, voilà. Il y a certains diagnostiqueurs l'année dernière qui ont fait pas loin de 800 km, hein, pour aller diagnostiquer des nids de frelons. Et tout ça bénévolement. Je vous remercie, Monsieur Festel. Du coup, je vais laisser la parole à Madame Pamard du
parc naturel régional de l'Avesnois sur son retour d'expérience du parc naturel sur la lutte contre le frelon à pattes jaunes, à la fois avec la mise en place de piégeages et de destruction de nids. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de nous proposer ce type de temps d'échange parce que c'est quand même un sacré sujet et voilà, à l'échelle d'une région, c'est intéressant de pouvoir échanger sur nos pratiques. Donc, je vous propose me concernant de faire un point donc, sur ce qui se passe dans l'Avesnois, donc au sein du territoire du parc naturel régional de l'Avesnois élargi. Donc, l'idée, si tu veux bien, oui, Margot, merci. Donc, c'est de faire un zoom sur la déclinaison donc, locale du plan de lutte qui a été réalisé. On a pris deux orientations, il y a 2 volets. Donc, un volet piégeage que l'on souhaite sélectif et un volet prise en charge de la destruction des nids. Merci. En amont du discours vraiment détaillé, pour recontextualiser, c'est-à-dire qu'on a vraiment souhaité que ce soit une déclinaison des plans donc, nationaux et régionaux. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce cadrage, en fait, qu'on a pu obtenir donc, des financements de l'État via le Fonds vert. Donc, comme tu le rappelais au début, donc animé par la Fredon et puis donc piloté par l'ARB et financé par le Fonds vert. Si on a pu mettre en place les actions dont on va parler maintenant, c'est vraiment parce que le territoire a la chance d'avoir une forte densité d'associations apicoles qui ont déjà pas mal l'habitude de travailler entre elles, notamment sur les années précédentes, pour travailler sur la question de la préservation de l'abeille noire. Donc, c'est vrai que cette communauté apicole avait déjà l'habitude d'échanger et nous a fait remonter en fait cette problématique du frelon qui finalement amoindrissait tous les efforts qu'on pouvait mener sur notamment la question de l'abeille noire, par exemple. Merci. Le territoire donc, sur lequel on mène nos actions. Donc, le territoire du parc naturel régional, c'est le contour un petit peu vers Moutarde que vous avez là, donc, auquel on a ajouté les communes au nord, les communes de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, puisque bon, ça nous semblait constituer un territoire cohérent. La pression, nous, on l'a vraiment ressentie sur les ruches, sur les ruchers depuis 2021. Et dans la mesure où il n'y avait pas à ce moment-là de règles nationales quant à la prise en charge de la destruction notamment, c'est ce qui nous a donné envie. Et donc, c'est le parc qui porte le projet, mais vraiment avec les associations apicoles. Donc, 2 volets au projet. Un volet qu'on a nommé protection des ruchers, donc qui inclut, en tout cas sur les 2 premières années, vraiment une grosse action sur le piégeage sélectif. Et l'autre volet, donc, qui était vraiment très très attendu, c'est le volet destruction des nids. Donc vraiment l'objectif, c'était la prise en charge de la destruction des nids, puisque c'est quand même un très très gros frein, le frein financier. Beaucoup de personnes préfèrent ne pas voir le nid qu'ils ont dans leur jardin pour éviter d'engager des frais qui sont conséquents à l'échelle d'un foyer, quoi. Merci. Voilà, donc sur le volet piégeage, donc les objectifs, je pense qu'on peut les partager avec beaucoup d'autres territoires qui sont organisés également. Donc c'est piéger les fondatrices, donc le but ultime étant de faire baisser la pression sur les ruchers en été et surtout à l'automne. Pour 2025, puisque l'action a commencé en 2024, en 2025, c'était vraiment de poursuivre les tests sur les 3 types de pièges dont on va parler juste après. Donc le but étant vraiment d'affiner la sélectivité des pièges pour éviter les impacts vraiment négatifs des pièges, par exemple type bouteille, sur les écosystèmes. Donc certes, le but c'est de piéger les frelons à pattes jaunes, mais pas de mettre à mal le reste de l'entomofaune, quoi. Avoir des statistiques de piégeage. Donc ça, c'était vraiment notre premier but, en fait, c'était de tester la sélectivité.
Et puis faire remonter les données de piégeage, voilà, via les plateformes ou via les partenariats. Donc en l'occurrence, ça a été le Xan et la Fredon. Cette question de l'interopérabilité, que ce soit sur des couches d'informations géolocalisées ou des données statistiques, ce sera vraiment une piste à développer et à améliorer pour les années suivantes. Donc concrètement, sur ce volet piégeage, donc on a mis en place notre public cible, on va dire, nous, ça dès le début était la communauté apicole. Donc on a invité via les associations et puis via les connaissances qu'on avait des apiculteurs du territoire, on a fait un appel à voilà, bonne volonté pour créer un collectif de piégeurs, donc qui, la première année en tout cas, était exclusivement apicole en fait. C'était absolument des apiculteurs. On se disait que c'était aussi un garant de suivi, puisque on est vraiment sur de la science participative. Donc voilà, il fallait animer ce réseau et réussir à avoir des piégeurs qui tiennent dans le temps, notamment sur les relevés statistiques de leurs pièges. Donc, cette mise en place d'un collectif, l'animation d'ateliers de sensibilisation au piégeage sélectif, donc avec la mise à disposition, on en parle après, de 3 pièges par piégeur, et puis la mise en place donc finalement de 2 plateformes, donc une de localisation des pièges, puisque le but c'était vraiment de suivre, et une plateforme de saisie des relevés sur la période de piégeage qui était suggérée. Les pièges voilà, dont on parle en fait. Donc en 2024, il y a eu l'acquisition d'un certain nombre de pièges. Le but, c'était vraiment de fournir aux piégeurs donc, qui s'engageaient dans le protocole un kit de 3 pièges. Donc les 3 pièges que vous connaissez, hein, donc Japrod Bivital, et un piège NAS donc, qui correspondait en fait qui est aux critères de sélectivité du plan national, donc c'est-à-dire avec un cône d'entrée voilà, sélectif, et puis le fait que la passe soit séparée voilà, de la cage vraiment de piégeage, de l'espace de piégeage. Et ça, le but, c'était de pouvoir proposer un piège bien moins cher que les autres, c'est-à-dire avec juste l'achat des 2 cônes Néopi. On avait des ateliers de bricolage pour tendre à l'autonomie à terme, de ne pas toujours avoir à partir dans des pièges assez onéreux. Et puis le 4e piège, c'est parce que sur le territoire, une action du Xan avait permis de distribuer donc des red traps. Donc les personnes, donc les apiculteurs qui disposaient déjà du red trap, ils étaient invités également à rentrer leurs données de piégeage avec, en sachant que le petit souci du red trap, c'est que sans être modifié, il correspondait pas au cahier des charges national, puisque l'APA n'est pas séparé de l'espace de piégeage. Mais bon, il y avait moyen de bricoler, donc chacun était invité à isoler l'APA au sein du red trap. Merci. Donc ça, c'est la donnée 2025. Alors là, les stats sont des stats 2025, mais nous, le but, c'est vraiment d'avoir, on le sait, hein, il y a une grande diversité en fonction des météos, du printemps, etc. Donc on souhaiterait vraiment constituer une donnée sur au moins 4 ans. Donc 2025, c'était la 2e année. Et voilà, donc les données sont un petit peu différentes d'une année sur l'autre. Et le but, ce sera vraiment d'analyser au bout de 4 ans. On croise les doigts. Donc là, voilà, c'est pour montrer en fait que chaque piège est vraiment géolocalisé au moment de la signature de la petite convention avec le piégeur, ce qui permet après, via un code unique de piège, de pouvoir cartographier aisément les stades de piégeage. Donc là, par exemple, printemps, on est à un réseau de 110 piégeurs sur le territoire, donc parc et agglo. 470 pièges suivis dans le protocole et 970 relevés de piégeage donc pour le printemps 2025. Donc, faut savoir, je répète, on est bien sur la science participative. Donc, faut aussi accepter, pour les interventions précédentes, la question de la robustesse, on va dire, des données a été posée. C'est aussi via une sensibilisation, le fait d'appartenir vraiment à un collectif qui s'engage sur une thématique. C'est avec ça qu'on gagne aussi en qualité de données. Mais voilà, ça reste de la science participative. Merci.
Voilà, donc là, bon, du coup, on peut produire voilà, certains types de graphes et d'analyses. Donc là, c'est à titre d'exemple. Là, c'est par type de piège. Les répartitions, donc uniquement des frelons à pattes jaunes piégés. On verra après une diapo sur la sélectivité. Voilà, donc notre campagne, bon, elle débutait fin mars l'année dernière. Là, on la débute cette année, puisque le printemps a été vraiment précoce. En tout cas, il y a eu des semaines de grosses températures. Voilà, donc là, on voit la surreprésentativité du bivital. Donc, on va expliquer après pourquoi. C'est un piège qui a bien séduit les piégeurs. Voilà. Et donc, alors nous, c'est vrai que pardon, c'est sur la fin de la période, certains, voilà, préfèrent arrêter avant, mais bon, c'est vrai que là, sur 2024-2025, on attendait d'avoir, tant qu'on avait quasi exclusivement du frelon à pattes jaunes, on maintenait le piégeage. Et puis là, on voit que naturellement, la courbe voilà, baisse et on s'est arrêté fin juin sur le 2025. Merci. Oui, la première année, en fait, donc en 2024, quand les pièges ont été distribués, on était vraiment sur 3 tiers en fait de relevés. Bon, là, on voit que le piège fabriqué maison, il était un petit peu moins attractif la première année, donc il a été un peu moins utilisé la deuxième année, et c'est le bivital qui est très très attractif, qui est très efficace et qui a gagné en efficacité, en tout cas en sélectivité, qui a pris un petit peu le dessus. Voilà, d'où le 45% des relevés. Ça ne veut pas dire du nombre d'insectes, hein. C'est des relevés qui nous sont livrés. Merci. Donc, par rapport à la sélectivité, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on va suivre, qu'on suit. Là, c'est les données, par exemple, 2025, mais on a vraiment hâte de pouvoir lisser les données sur 4 années. Donc, on voit, donc là, c'est la notion de sélectivité, hein, donc c'est sur une base 100. Donc, on voit qu'on est sur des bons taux de sélectivité. On est à 80%. Donc pour le bivital, un petit peu moins pour le JAP-Prod. Le piège fabriqué, donc maison, donc avec la grille Neopi, pareil, on est sur un bon 80%. Le Red Trap, moins, mais bon, à cause de cette question du fait que l'appât n'est pas isolé, donc voilà, noyade, enfin bref, donc c'est un petit peu, ça amène des petits problèmes de sélectivité. Voilà, en sachant que le bivital était bien moins sélectif la première année, mais du fait en fait, a été commercialisé une réduction des entrées, donc là, qui l'a rendu beaucoup plus sélectif, empêchant notamment les frelons, les fondatrices d'Européens de pénétrer. Donc on est plutôt content de cette petite amélioration. Merci. Voilà, deuxième volet, le volet destruction des nids. Donc là, ça a vraiment été une merveille de pouvoir disposer de cette enveloppe pour la prise en charge. Donc là, l'objectif, évidemment, c'était de faire baisser la pression sur les ruches, hein, sur les colonies, prendre en charge financièrement donc la totalité du coût de destruction. Sur l'Avesnois, mais bon, ça vaut pour évidemment plein d'autres territoires. Il y a parfois des poches de situations socio-économiques vraiment compliquées, et on a eu énormément de retours en fait les années précédentes d'apiculteurs désespérés, parce qu'en fait ils voyaient bien les nids, mais bon voilà, les personnes étaient dans l'incapacité en tout cas de prendre en charge, et puis quand la commune ne le fait pas non plus, chacun restait avec le nid chez le voisin, ne pouvant pas intervenir. Et puis troisième volet, et ça c'est en ça que le fait de l'existence d'un plan national et régional a vraiment aidé, c'est de pouvoir accompagner des pratiques
respectueuse de l'environnement. Donc, c'était le troisième objectif. Mais je suis invitée à continuer. Donc, les modalités concrètes pour cette mise en place donc, d'un protocole de prise en charge. Donc, le parc naturel régional de Avesnois est un syndicat mixte. Donc, on est passé par les procédures de marché que la loi nous demande d'avoir. Donc, on a préparé donc, un cahier des charges, donc en cohérence évidemment avec le plan national et régional. Et puis, donc, pour publication d'un dossier de consultation des entreprises. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vrai que les préconisations des plans nationaux, ça permet vraiment d'avoir une parole qui est fixe et qui s'appuie sur des choses intéressantes et partagées, en fait, notamment à l'échelle régionale. On a pu faire une relecture donc, de la charte des bonnes pratiques qui était déjà proposée donc, pour l'appliquer à notre territoire et puis dans le cadre du marché. Donc, ça veut dire il fallait préciser certaines choses, donc avec la DREAL et la Fredon. Et nous, vu la taille du territoire, on a découpé notre marché en 8 lots géographiques, ce qui permettait notamment de limiter les trajets pour certains professionnels et donc de réduire aussi les temps d'intervention. Le choix des prestataires, donc c'était en E, pardon. Ouais, non, tu veux bien. Ouais, merci. Donc, choix des prestataires. Donc, évidemment, l'analyse technique, les grilles, c'est ça qui est intéressant quand le cahier des charges est bien ficelé, c'est que, les grilles sont facilement, les critères sont facilement comparables. Il y a eu 4 prestataires retenus, donc, tous à la perche, 2 du sol exclusivement, et on a eu la chance d'avoir 2 grimpeurs. Donc, ça, c'était vraiment extra. Parce que ça permettait de rester sur un usage de la perche puisque le paintball est interdit. Une fois les prestataires retenus, les réunions et de lancement et de bilan. Alors ça, c'était vraiment les 2 incontournables. Mais après, évidemment, pendant toute la saison, ça a été des échanges quotidiens parce que il y a toujours beaucoup de choses sur lesquelles on doit se caler. C'est des échanges vraiment très intéressants parce que ça permet aussi d'être au plus près de la dynamique de développement des nids. Donc, c'était vraiment super. Et puis de créer comme ça des ressources de compétences intéressantes et les échanges entre professionnels étaient vraiment très très intéressants. Merci. Donc ça, c'était côté passation du marché, côté grand public et puis sur le territoire. Donc diffusion de l'information, via de manière assez classique, les réseaux sociaux, les mails aux collectivités et puis nos publications récurrentes au niveau du parc. Quand un nid était déclaré, donc nous, on était très contents, on s'est dit super, on va mettre une plateforme, et puis éventuellement par mail ou par téléphone. Donc la plateforme, c'était accessible depuis le site du parc, et finalement, c'est vrai que les habitants, on en parlait dans la première intervention, les accès aux outils numériques, pour un certain nombre d'habitants, c'est un peu trop compliqué ou alors c'est pas le réflexe. Donc la majorité, très très grande majorité des déclarations se faisaient par téléphone, donc les gens appelaient le parc ou par mail. La vérification de l'espèce, ça c'était vraiment l'enjeu parce que le but c'était vraiment de ne pas dilapider les financements sur des interventions qui ne concernaient pas du frelon à pattes jaunes. Donc très très majoritairement, là encore, l'envoi de photos suffisait largement. Et en cas de doute, donc, ce qui s'est quand même produit pas mal de fois, mais donc passage terrain d'un diagnostiqueur. Et c'est là qu'en fait le réseau, donc où c'était moi qui me déplaçais, ou alors vu la taille du territoire, c'était vraiment d'avoir des personnes donc en général issues d'associations apicoles qui se déplaçaient, prenaient eux-mêmes la photo, pouvaient s'approcher un petit peu plus et puis avaient l'expertise pour confirmer ou infirmer l'espèce. Donc ça vraiment, c'était très très précieux. Sans ça, il y a un coût de déplacement pour les professionnels qui est vraiment dommage. On n'a pas assez d'argent pour le perdre dans des déplacements. Donc une fois moi que j'avais confirmation donc de l'espèce, vous avez une petite illustration
de la fiche en fait qui était créée et signée par toutes les parties pour chaque nid détruit. Donc le recueil d'infos, bon, bah, classique, l'engagement du parc, donc pour bien missionner le prestataire 3D. Quand c'était chez un privé, bon bah voilà, c'était obligatoirement la présence de la personne, au moins de l'occupant, au moment de l'intervention, et puis évidemment l'autorisation pour que le professionnel s'introduise sur la propriété. Dans le cas d'espaces alors abandonnés ou espaces publics, là systématiquement on demandait l'accord donc et la signature de la mairie. Et puis donc, une fois que ce volet-là amont était assuré, on envoyait voilà, la fiche d'intervention professionnelle qui ensuite prenait rendez-vous directement. Intervention obligatoire en présence donc, du propriétaire ou du représentant quand il s'agit d'un espace public. Et puis retour donc au parc de la fiche signée par la personne qui a bénéficié de la destruction. Voilà. Merci. Tous les nids sont géolocalisés. Donc, si les personnes faisaient la déclaration sur le site, c'était tranquille, le nid était déjà localisé. Quand ça ne l'était pas, c'est au niveau du parc qu'on a réalisé la saisie des. 456 nids pour l'année 2025, et puis 159, on avait commencé plus tard en 2024. Ce que je vous ai dit, la majorité des déclarations se faisaient par téléphone, donc il ne faut pas sous-évaluer la difficulté parfois d'accès aux outils numériques. Ça, c'est quelque chose maintenant qu'on a bien en tête. Et puis, 4 professionnels 3D. Oui, là, je vous le mettais là, oui, juin. En fait, cette année, le premier nid, il faut savoir qu'en mai, c'est moi qui me déplaçais pour les nids vraiment primaires en début de développement, pour lesquels il n'y avait pas besoin de recours à un insecticide, puisque je ne suis pas habilitée à l'utiliser. Donc, destruction mécanique sur les petits nids fin avril, et puis le mois de mai, c'est moi qui les faisais. Et à partir donc de juin, en première semaine de juin, on a eu les premiers nids qui nécessitaient vraiment l'intervention de professionnels. Merci. Si voilà, le fait d'avoir à présenter comme ça ces 2 premières années d'action, si on voit un petit peu les leviers, donc sur le volet gauche, ce qui a pu aider, ou en tout cas ce qui était vraiment soutenant, c'est clairement le réseau associatif. Alors là, sans toutes ces assos et les apiculteurs engagés, on n'aurait pas fait grand-chose. Le soutien financier, évidemment, ça a vraiment été ça a été plus que soutenant, mais sinon on n'aurait rien pu faire, notamment encore la gestion du piégeage éventuellement, mais alors la prise en charge de la destruction, c'était inenvisageable sans. Le parc en interlocuteur unique, c'est vrai que ça permet de gagner du temps, puisque les gens appellent une structure et après c'était à nous à dispatcher en fonction des cas. L'expertise des prestataires 3D, c'est vrai que le fait d'échanger sur les cahiers des charges, aussi d'imposer, parce que c'est vrai que les prestataires, tant qu'ils sont dans les clous de la loi, ils font quand même ce qu'ils veulent en matière de destruction. Nous, on arrive avec un cahier des charges qui est contraignant pour les professionnels. Donc là, c'est vrai que les 4 personnes qui sont engagées et qui ont joué le jeu des contraintes du plan régional, ça a donné lieu vraiment à des échanges extra et puis à une montée en compétences, je pense, pour tout le monde. Un soulagement des habitants. Alors là, notamment les plus précaires, où on voit que beaucoup de personnes, c'est pas qu'elles ne souhaitent pas détruire le nid, c'est qu'elles n'en ont réellement pas la capacité financière. Donc, c'était un appui vraiment chouette. Et puis, s'organiser pour cadrer les modalités d'intervention, ça c'est c'est vrai que dans le cadre notamment du groupe technique animé par la Fredon, c'est vrai que c'est précieux d'avoir des lieux où on peut, où chacun, je me souviens des premières réunions où il y a certaines EPCI qui venaient aussi avec leurs expériences, heureuses, malheureuses, mais bon, on avance aussi parce qu'on sait parler de ce qui a posé problème, ou ce qui a été peut-être freinant.
Côté point d'attention, justement, et bon, la difficulté d'anticiper les besoins. C'est vrai que bah voilà, on est sur des, des insectes, donc c'est compliqué d'anticiper, de savoir est-ce qu'on va avoir voilà, combien de nids on va traiter, est-ce qu'on va en traiter 200, 400, 1000. Donc voilà, donc c'est vrai que sur les projections budgétaires, c'est pas évident, notamment aujourd'hui où les communes voyant que c'est possible en fait de s'organiser et ça permet de. Aujourd'hui, on peut répondre aux communes qui nous disent bah ouais mais Dominique, finalement sur la commune combien ont été détruits, combien ça nous coûterait si le parc n'a plus l'argent, combien nous ça nous coûterait. Donc ça c'est quand même des ça aiguille. Donc c'est une façon de lutter contre cette difficulté d'anticipation. La multiplication des entreprises 3D, c'est vrai que bah, c'est quand même un secteur d'activité, en tout cas nous sur la Vénois, là, qui a explosé, parce que devant cette pression du frelon à pattes jaunes sur le territoire, il y a beaucoup de gens qui s'installent en auto-entrepreneurs. Donc ça veut dire aussi que les gens comprennent, les professionnels comprennent pas forcément pourquoi on prend toujours les mêmes, etc. Donc la notion de marché public, etc. Parfois, faut un petit peu être pédagogique quoi, pour expliquer. La déclinaison opérationnelle, oui, alors de la loi de mars dernier, enfin, se pose quand même. Enfin, c'est vrai que c'est très bien que le cadre réglementaire se mette en place, mais bon, c'est quel moyen? C'est vrai que ça va toujours. Si ça repose exclusivement sur la participation des habitants, on va vraiment très vite voir les limites de tout ce qui sera mis en place. Et puis, bah, du coup, il y a ça. C'est vrai que quand en fin de saison dernière, là, à partir de novembre, on répondait aux personnes il pouvait plus y avoir de prise en charge. Bon, c'est vrai que voilà, toute notre organisation est parfois compliquée à comprendre pour les habitants et ça a créé beaucoup de frustration en fin de saison, même si, bon, on a tenu jusque voilà, début novembre, donc c'est extra d'avoir pu faire les centaines de nids, mais voilà, bon, il y a toujours cette petite incompréhension. Donc pour conclure, par rapport à ce qui nous attend, donc c'est vraiment finaliser les analyses statistiques et surtout les croisements, donc piégeage, déclaration de nids sur donc les 2 saisons. L'objectif, c'est vraiment de sortir des stats sur un niveau espéré de protection des ruchers dans un rayon de 400, 1000 mètres en fonction En fait, sur les ruchers qui ont énormément piégé, voir la représentativité du nombre de nids ou pas par rapport à différentes zones tampons. Donc ça, c'est ce à quoi je m'attelle maintenant. Recherche de financement en cours, parce que le but, ce serait vraiment, puisque bon, les études scientifiques prouvent bien que sur ce type d'espèce, 1 an, ça donne pas assez de recul, 2 ans, donc bref, on voudrait vraiment aller sur 4 ans de retour de données. Poursuivre l'animation du réseau de piégeage sélectif. Donc ça, depuis donc la première année, donc c'était vraiment exclusivement apiculteurs. Et puis là, l'année dernière, on a été vraiment sollicité par des habitants qui sont déjà engagés dans d'autres types d'associations naturalistes ou autres, qui veulent vraiment s'engager dans des protocoles sérieux, etc. Donc là, c'est vrai que des pièges partent aussi chez des particuliers mais toujours qui s'engagent dans ce protocole de remontée de données. Alors, objectiver le niveau de pression. Ça, c'est vrai que le but, c'est. On travaille avec les apiculteurs, mais c'est vrai que voilà, d'une personne à l'autre, ce ressenti de pression, il peut être très différent. Donc, voilà, sur certains ruchers tests, j'aimerais bien qu'on arrive à objectiver ce niveau-là de pression. Expérimenter la détection précoce des nids. Donc ça, c'est éventuellement un accompagnement donc financier qu'on pourrait poursuivre dans le cadre du fonds vert, donc sur le volet piégeage et détection précoce, parce que c'est vrai que la pression, piéger, voilà, c'est une chose, détruire, c'est génial, mais il y a beaucoup de ruchers qui restaient encore en fin de saison avec des attaques de frelons, mais sans pouvoir trouver le nid. Donc voilà, là c'est vrai que les outils de télémétrie apparemment commencent à pas mal se développer. Donc voilà, on souhaiterait expérimenter ça, renforcer la communication, ça on n'en a jamais assez, notamment sur le volet sélectif des pièges. Et puis renforcer l'interopérabilité quand même entre structures, parce que c'est vrai que déjà aujourd'hui on voit bien, voilà, on est nombreux à faire des choses, donc mettre en commun les données. Donc nous c'est vrai qu'on n'a pas
tout fait remonter via les plateformes qui ont été proposées précédemment là, dans ce webinaire. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place et qui sera assez simple à mettre en place dans la mesure où les données sont structurées sur des outils classiques. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Merci. Alors, on a plusieurs questions qui concernent à la fois directement les actions du parc et puis des questions un peu plus générales. Donc, on va les prendre une par une. Il y a une partie des questions donc, qui ont déjà été répondues dans le chat. Donc, on va commencer par les questions qui concernent la destruction des nids, puis on ira sur le piégeage après. Alors, surtout, pas de frustration s'il y a des questions par exemple, qui reviennent après et qui n'ont pas eu de réponse parce qu'il faut qu'on avance. Les questions qui n'ont pas eu de réponse parce que c'est venu après dans le webinaire et que on veut finir à l'heure pour vous, que vous puissiez aller à vos tâches ensuite. On fera un petit récap des questions qui n'ont pas trouvé réponse pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc, on a une question sur la réglementation sur la destruction des nids. Est-ce que cette réglementation inclut le retrait du nid, notamment si la destruction du nid a été réalisée avec des produits nocifs pour la faune et notamment les oiseaux? Donc ça, je pense que je peux y répondre. Donc déjà, pour utiliser des produits, il faut avoir le certibiocide, donc qui est une formation réalisée par les intervenants. Dans le cadre du plan, on incite à l'utilisation de pierrettes naturelles qui ont une rémanence, donc une durée d'impact moins important que les autres et qui, du coup, il n'y a pas nécessité de retirer le nid. Par contre, il n'y a pas d'obligation réglementaire, c'est plus après à la personne qui prend la décision de faire détruire un nid, de donner ces directives par rapport à ce plan régional, parce que il n'y a pas de loi qui sur ce sujet-là. Donc là, ça va plus être pour le PNR. Est-ce que la DSE du PNR, DCE, pardon, la DCE du PNR et l'engagement des prestataires retenus inclut le retrait du nid? Donc ça va dans la même. Oui. Alors, nous, dans la mesure où c'était obligatoirement des pierrettes naturelles, le nid n'était pas. La demande n'était pas de retirer le nid. Par contre, on demandait décrochage sur espace public parce que il y avait des centaines d'appels en fait. Sur espace public, c'est vrai que on nous rappelait des dizaines de fois, donc là, il y avait décrochage. Mais plus pour des raisons de praticité et puis que la mairie soit pas rappelée non plus 1000 fois. Alors pourquoi pas de décrochage sur les autres cas? C'est parce qu'à chaque fois, évidemment, pour le désinsectiseur, c'est un coût aussi, donc qui serait facturé, ce qui est normal. Donc on préférait mettre les budgets dans la destruction que dans le décrochage. Mais exclusivement pierrettes naturelles, ça c'était une obligation dans notre cahier des charges. Merci. On a une autre question pour le PNR. Combien il y a eu de destruction de nids primaires par rapport au total détruit? Alors, nids primaires, moi j'ai dû en faire une 60aine sur un gros mois, en sachant que c'est vrai que quand on est habitué à ces échanges, on a ce niveau de connaissance, on les repère. Par contre, il y a une communication incroyable à faire parce que les personnes ne comprennent pas que ces toutes petites boules-là, c'est un nid primaire de frelons à pattes jaunes. Donc c'est vrai qu'il y a une sous-déclaration des nids primaires vraiment en début de formation parce que les personnes ne savent absolument pas ce que c'est. Donc voilà, donc une 60aine de petits nids primaires à partir on va dire du petit ballon de foot. Là, c'était les intervenants et donc pendant tout le mois de juin, donc c'était on va dire un petit 20%, quoi. Après, il s'est agi vraiment des nids secondaires, là totalement inaccessibles pour nous. Ensuite, toujours pour le PNR, combien il y avait de temps entre le signalement et l'intervention en moyenne? Alors, moi, ce qui se passait très très concrètement,
c'est qu'on essayait donc on avait le coup de fil ou la déclaration en ligne, etc. On essayait qu'au moins le lendemain, la fiche soit envoyée au désinsectiseur. Après, bon, il y avait des jours où ça pouvait être dans l'heure, puis d'autres fois où s'il y avait je sais pas, il y avait un peu un embouteillage, c'était peut-être le lendemain soir. Mais après, ce qu'il faut dans la tête aussi des personnes qui appellent, c'est à partir du moment où le rendez-vous est pris avec le désinsectiseur, c'est vrai que tout s'apaise. Donc c'est pas, et puis quand les gens comprennent qu'en fait le nid, il vient pas d'arriver, quoi. Ça fait des semaines et des semaines qu'il est là. Donc, il n'y a pas non plus d'urgence. Alors après, évidemment, si c'est découvert dans une cour d'école ou bon, c'est arrivé, bon, bah là, le gars, il passe dans la journée. Mais sinon, l'intervention, ça pouvait se faire. Donc, les insectiseurs recevaient en général sa fiche le soir, le prise de rendez-vous le lendemain, et puis bah, en fonction de l'urgence, de l'âge de la personne, de la localisation du nid, si c'était sur un passage, etc. C'était ou le lendemain, surlendemain. Parfois, les gens sont pas là, et une fois qu'ils sont rassurés de savoir que le désinsecteur va passer, bah, ils prennent même rendez-vous 3 jours après, et puis ça leur va très bien, vous voyez. Donc après, voilà, tous les cas de figure existent, mais au plus vite, évidemment, au mieux. Mais parfois, les cas sont pas du tout dramatiques. Et de toute façon, le nid est là depuis bien longtemps. Donc, c'est aussi de garder raison quant à l'urgence, quoi. Ensuite, il y avait une question sur le coût par nid par destruction. Comment ça a fonctionné? Oui. Alors, donc dans le cahier des charges, on avait la notion de hauteur, puisque en regardant un petit peu ce qui se pratiquait, donc on avait des seuils, donc en dessous de 5 mètres, entre 5 et 10, 10, 15, et puis au-delà. Donc le prix augmente avec la hauteur. En sachant que, bah, oui, pour répondre à certaines communes qui me demandaient un petit peu combien ça coûterait de le faire elles-mêmes, enfin de le faire intervenir elles-mêmes, on était du coup à une moyenne de 102 € le nid détruit. Puisque les premiers prix, entre guillemets, donc les nids les plus bas, on est autour de 70, 75, 80 €. Et puis après, bah, ça monte, ça peut monter à 150 € pour des nids à 30 mètres et plus, avec grimpe, etc. Donc la fourchette très large, c'est on va dire de 80 à 150. En sachant que la vertu quand même du cadrage via des cahiers des charges, etc., et puis des comparaisons de professionnels, j'ai quand même eu des retours de particuliers à qui on avait fait payer donc certains des insectiseurs donc hors marché, par les années précédentes, 300, 400, 500 € la destruction de nid. Donc c'est ce qui est totalement bon, malhonnête. Mais donc voilà. Donc c'est vrai que le fait d'être transparent et sur les prix et sur le fait aussi de rémunérer correctement les prestataires, c'est pas, il s'agit pas d'avoir des prestations au rabais. Par contre, c'est de bien et respecter le boulot du professionnel, et puis d'être réglo, voilà, par rapport à la population, quoi. Donc une moyenne de 102 € par nid. Merci. Une dernière question sur la destruction de nid, puis on passe aux 2 dernières questions sur le piégeage qui nous restait. C'est quelle est la coordination avec les pompiers qui détruisent aussi des nids? Est-ce que vous aviez des retours de ces nids-là qui étaient détruits par les pompiers? Alors, les pompiers, en fait, souvent, c'est eux qui, comme dans le Nord, en tout cas, ils prennent pas en charge, hors évidemment danger pour la population, c'est plutôt eux qui renvoyaient sur le parc, en fait. Et sur les quelques nids, enfin, j'ai eu des déclarations de nids où, par exemple, on avait un appel de l'EHPAD, voilà, le matin. Moi, j'expliquais comment ça allait se passer, que le désinsectiseur allait recevoir la fiche le soir. Et là, par exemple, voilà, c'est le cas de cet EHPAD-là qui me vient. Bon, du coup, je leur ai suggéré de voir. C'était trop long pour eux. Ils avaient vraiment peur pour leurs résidents. Donc, c'est moi qui leur ai suggéré d'appeler les pompiers, et les pompiers sont intervenus parce qu'il y avait vraiment danger. Mais sinon, en général, ouais, voilà, c'est plutôt les pompiers qui disaient, bah non, on peut pas intervenir, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement des cas où les pompiers sont intervenus sans que je le sache. Donc cette articulation-là, je ne l'ai pas animée. Oui, c'est une des améliorations en effet. Donc pour le piégeage, on a 2 questions auxquelles il y avait qu'on ne pouvait pas répondre dans le chat parce que c'était plus en lien avec le PNR. Quelle est la fréquence de relevé des pièges et quel appât a été utilisé? Alors, quand le piégeur donc, a reçu son kit de piège, l'engagement, c'était d'être sur un relevé entre 8 et 10 jours.
Voilà, c'est de la science participative, encore une fois. Donc, le mot d'ordre, c'était bien. Si, imaginons, une semaine, la personne oublie d'envoyer ses relevés, il n'y avait pas de panique. Le tout, c'était qu'on soit au courant. C'est-à-dire que si finalement les relevés étaient remontés après 15 jours, par exemple, bah, il n'y avait aucun souci. Par contre, il fallait bien le dire, qu'on comprenne bien que ce n'était pas un relevé de 8 jours de piégeage, vous voyez. Donc, voilà, on essaie d'être le plus transparent possible, tant du côté piégeur que côté parc. Et les appâts, en fait, la première année, on s'est vraiment amusé à. Il n'y avait pas de prescription d'appât. Donc, les personnes mettaient vraiment, mais alors, ce qu'elles voulaient dans leur piège, bah, notamment dans le but aussi de diminuer le coût de l'appât, parce que mine de rien, voilà, c'est aussi des choses qui peuvent freiner. Et donc, bon, bah, de manière très, très classique, finalement, on a analysé les types d'appât et le nombre d'insectes pris en fonction des types d'appât. Et c'est les 3/4, hein, un alcool, une bière, en tout cas un alcool fermenté, plus un sirop qui était très majoritaire dans les prises. Donc voilà, on est sur un type d'appât, en tout cas sur le piégeage de printemps, tout à fait classique, vin, bière, sirop. Sirop ou en tout cas éléments très sucrants. Donc merci. Et la dernière question, c'était surtout plus sur le financement. Donc déjà, il y a une question sur le piégeage. Donc il y a une partie qui a été répondue, hein. Qui a pu profiter des pièges? Donc c'était plutôt les apiculteurs pour l'instant qui étaient bien référencés. Est-ce qu'il y avait des pièges subventionnés? Mais là, c'est bien le PNR qui a acheté les pièges et qui après. Ah oui, du fait, oui, en fait, grâce au financement Fonds Vert, c'est nous qui avons acheté les pièges et qui les avons mis à disposition. Et donc la dernière question qui était plus générale sur est-ce que il est possible d'avoir le montant du projet subventionné par les fonds verts? Voilà. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, on a donc l'enveloppe Fonds Vert était de 100 000 euros. Un gros 30 000 sur le piégeage, donc l'achat des pièges, et puis bah, l'animation voilà, des ateliers. Et puis donc un gros 60 000 sur la prise en charge de la destruction. Merci. On va vous présenter les différents outils qui existent, qui ont été créés à la fois par Fredon, mais aussi par d'autres structures nationales pour le plan, puis régionales. Donc déjà, vous avez le plan national de lutte qui est disponible sur le site de Fredon France et de GDF France. Donc le lien est disponible et donc il est à disposition de tous, à la fois pour avoir les références nationales lorsqu'on organise une lutte contre le frelon à pattes jaunes sur un territoire. Ça permet d'avoir le cadrage puisque ce plan est vraiment mis à jour en fonction de l'évolution de la réglementation et des études scientifiques. Au niveau régional, donc on a bien notre plan régional qui est également mis à jour au fur et à mesure pour avoir un appui, puisque on a bien un plan qui prend tout en compte, y compris la communication, l'accompagnement, donc un appui et des références régionales pour mettre en place des actions relatives aux frelons à pattes jaunes sur son territoire, donc qui est disponible sur notre site internet et à disposition encore une fois de tous. Dans le cadre de notre financement via les fonds verts, nous avons réalisé aussi une fiche technique qui est à destination des élus, du grand public, pour expliquer ce qu'est le frelon, où on peut le trouver, quels sont les risques, son cycle et comment on peut mettre en place de la lutte. Donc c'est une fiche recto verso qui est facilement imprimable, mais qui est aussi présente sur notre site internet en version numérique, dans notre kit de communication. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple pour publier sur les réseaux sociaux, quand il y a des bulletins communaux ou lors d'événements de communication. Nous, on le distribue par exemple lors d'événements de communication. Vous avez également un poster qui a été réalisé dans le même cadre, qui est encore une fois présent sur notre site internet dans le kit de communication. Donc nous, on l'a ici en plusieurs exemplaires imprimés sur une bâche 120-90 cm qu'on peut mettre à disposition et on l'a déjà fait notamment avec les médiathèques des Hauts-de-France. Ça permet par exemple qu'ils soient exposés pendant 1 mois ou 2 mois dans une médiathèque et les visiteurs peuvent donc en prendre connaissance.
On l'expose également lors d'événements de communication et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez disposer de ce poster dans une bibliothèque, une médiathèque, enfin un endroit de passage où ils peuvent être exposés. Le webinaire de l'année dernière est également disponible en replay à la fois sur notre kit de communication une nouvelle fois et sur la page YouTube. Donc ce kit de communication a réuni vraiment l'ensemble des outils de communication pour que ça soit simple d'accès pour vous et que vous ayez un lien unique pour tous les outils de communication sans forcément avoir tout le site internet à aller chercher. Il présente le plan, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui puisque ce webinaire le faisait l'année dernière, dans ses détails. On a également créé une chaîne décisionnelle, donc c'est encore une fois sur le kit de communication sur notre site internet. Donc c'est un outil numérique et imprimable et distribuable ou juste à utiliser aussi pour guider les habitants dans leur démarche, puisque c'est quand on observe un frelon ou un nid de frelon, qu'est-ce que l'on peut faire? Et donc avec les différentes étapes, en fonction si c'est un nid primaire, nid secondaire, si le lieu où on se trouve, etc. Donc, voilà. Pour le suivi du piégeage, on a également une fiche piégeur qui est mise à disposition sur notre site internet pour suivre le piégeage sur son territoire, qui peut être utilisée par toutes les collectivités et qui est à remonter à Fredon pour que nous, on puisse collecter les données au niveau régional et vous faire un bilan régional. Et enfin, il y a plein de communications qui sont réalisées hormis Fredon sur le territoire. Donc là, vous avez des exemples, par exemple, sur le PNR du Pays de l'Oise, sur la communauté d'agglomération du Douaisis, sur des fiches du GON, du Muséum d'histoire naturelle ou de la ZAD. Donc, c'est tous des éléments où quand vous aurez le PowerPoint, la présentation qui sera publiée sur le site internet, quand vous cliquez sur l'image, vous aurez accès aux documents directement. Et enfin, on a créé des outils complémentaires pour répondre aussi aux besoins de sensibiliser les plus jeunes sur ce sujet-là. Donc des coloriages, des mémories, des jeux avec des magnettes. Donc c'est des jeux qui seront bientôt téléchargeables sur le kit de communication. Et qui peuvent servir à des moments récréatifs, lors de salons, lors de petits ateliers au centre aéré ou je ne sais quoi au niveau des comités de communes du territoire. Et enfin, on participe à des événements locaux en essayant d'aller dans l'ensemble des départements de la région pour communiquer sur le frelon à pattes jaunes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des événements sur votre territoire qui pourraient auxquels on pourrait participer, à nous les envoyer. Alors bien sûr, en fonction des dates et de nos disponibilités, on ne peut pas aller à tous les événements, mais on essaiera de répondre à vos demandes. Et donc, est-ce que vous avez des questions sur la communication ? Alors, il y a une question sur les fiches piégeage et le lien avec les plateformes présentées au début du webinaire. Sur la plateforme, vous n'allez pas rentrer dans le détail forcément de tout ce que la plateforme ça va être un retour d'expérience. Donc, vous avez noté que vous avez fait du piégeage, que vous l'avez mis en place à telle période, mais vous n'allez pas noter tel jour j'ai relevé tel nombre d'insectes et tel nombre de frelons à pattes jaunes, tel jour. La fiche de piégeage permet d'être beaucoup plus précis et d'avoir un suivi de vraiment tout le piégeage sur votre saison. Voilà. Ensuite, il y a une question sur les actions envers les journalistes qui s'appuient plus sur les entreprises. Alors, on fait des actions en lien avec les journalistes. On envoie régulièrement des articles aux journaux, donc ils les publient, notamment il devrait y en avoir un d'ici la semaine prochaine dans les journaux, notamment par exemple sur Terre et Territoire dans le Nord-Pas-de-Calais. On a aussi l'Oise agricole et l'Aisne agricole qui relaient régulièrement nos informations.
On a déjà pu échanger avec l'Union dans l'Aisne ou le Courrier Picard. Donc on essaye d'avoir de multiples partenaires sur le sujet et de répondre au maximum aux sollicitations des journalistes, puisqu'on est aussi sollicité, alors pas toujours sur le Frelon, mais par d'autres plateformes comme France 3 Picardie par exemple. Alors on a une question aussi plus générale sur quel est le but du plan sur la maîtrise du frelon. L'objectif du plan, c'est d'avoir quelque chose de coordonné avec des lignes directives et une feuille de route et d'avoir aussi un collectif derrière sur lequel les personnes peuvent s'appuyer parce que la lutte contre le frelon, il y a du public, mais il y a aussi des frelons, des nids de frelons dans le privé et un particulier n'a pas toujours la connaissance pour agir et donc ça permet aussi aux collectivités de s'appuyer sur ce groupe de travail et ce plan pour pouvoir répondre au mieux aux questions des citoyens et pouvoir avoir une lutte cohérente sur l'ensemble du territoire et pas que ça soit qu'il y ait des trous dans la raquette ou que les mauvaises choses soient employées. Donc c'est aussi pour améliorer ce qui est fait. C'est pas pour révolutionner et repartir à zéro parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient faites avant les plans. Hein. C'est vraiment pour coordonner et mettre en place des choses cohérentes ensemble. Et est-ce qu'il y a des retours dans le département de la Manche? Alors nous, on échange régulièrement avec les autres Fredons. Hein. Comme on le disait au début, on a un réseau national de Fredons. Et donc, dans la Manche, on a la Fredon Normandie qui sur le sujet et qui travaille depuis plusieurs années sur le frelon à pattes jaunes. Ça fonctionne sur le département de la Manche. Il y a toujours du frelon. Hein. L'objectif, c'est pas d'éradiquer, on n'arrivera pas à éradiquer cette espèce-là, mais plutôt de limiter leur impact sur le frelon à pattes jaunes. Et on n'a pas encore toutes les connaissances scientifiques pour y arriver. Donc c'est pour ça aussi que les données sont importantes à remonter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc la dernière question avant de passer à la conclusion pour finir à l'heure, c'est qu'il existe des aides financières. Est-ce qu'il existe des aides financières pour accompagner la destruction des nids de frelons et pour l'installation de pièges sélectifs? Donc dans certains territoires, il en existe, mais c'est aussi en fonction des priorités locales et des moyens locaux. Donc il y a des Comme ou des départements comme dans l'Aisne qui ont décidé de mettre en place des financements pour lutter, soit qui prennent en charge la totalité de la destruction des nids, soit une partie, mais c'est aussi en fonction des volontés locales et des moyens qu'ont les collectivités. D'autres mettre en place du piégeage. Donc c'est vraiment en fonction des volontés locales et des moyens, et nous on est là pour accompagner pour que ce soit fait dans une cohérence. Donc pour la conclusion, donc on a bien eu aujourd'hui, et je remercie encore nos intervenants des retours d'expérience qui rendent compte de la continuité des actions engagées et des nouvelles initiatives locales aussi dans le cadre du plan, notamment par rapport à ce qui a été mis en place sur le parc naturel régional de l'Avesnois, qui a bien des dispositifs concrets qui structurent, donc les plateformes de signalement, le maillage des acteurs, les organisations pour la destruction des nids et le piégeage. Donc c'est vraiment des choses à continuer et à dupliquer sur les territoires où il y a où c'est moins actif sur ce sujet-là. On a des outils de communication qui sont harmonisés, qui renforcent la lisibilité et la cohérence des actions régionales et une dynamique collective qui s'appuie sur à la fois la complémentarité des acteurs régionaux, le partage d'expériences, la coordination au sein d'un groupe de travail qui se réunit au moins une fois par an, plus si nécessaire, s'il y a un sujet particulier à traiter. Donc c'est une mobilisation territoriale indispensable face aux frelons à pattes jaunes dans une approche globale intégrant santé humaine, animale, végétale et environnementale. Et donc si vous avez des retours d'expérience, vous pouvez du coup les réaliser via la carte EEE et pour que l'on puisse avoir le maximum de retours possibles sur le sujet. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact.ppn@fredon-hdf.fr. On vous remercie pour votre attention et puis on vous dit à bientôt.